ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane, sur RLP. Bonjour, nous allons parler haute technologie aujourd'hui avec Olivier Lazini de MySQL Oracle qui va nous parler effectivement de son parcours, de la naissance de MySQL, du rachat de MySQL par Sun puis Oracle, de l'histoire du fork de MariaDB, les différences entre MariaDB et MySQL, les clients et utilisateurs de MySQL, la force, l'offre de MySQL effectivement avec ses outils externes. Nous parlerons après d'intelligence artificielle de MySQL HeatWave et nous verrons si cette IA est appelée à remplacer le DBA et le Data Architect. Voici donc un entretien privilégié avec une personne phare de chez MySQL Oracle France. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Oui, donc Olivier, bonjour, tu vas bien ? Bonjour Stéphane, très bien et toi ? Super, merci d'être venu, c'est super gentil. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache qui tu es et puis après, une fois qu'on aura effectivement le poids de ta parole, tes origines, on rentrera sur MySQL, Oracle, etc. Alors, je m'appelle Olivier Lazini, je suis dans l'écosystème MySQL et l'open source au sens large du terme depuis une vingtaine d'années maintenant, le temps passe vite. Alors pour faire simple, j'ai commencé en tant que développeur PHP. Et développeur et formateur PHP. Et puis dans la boîte où j'étais, on a eu l'opportunité en fait d'être partenaire MySQL France. MySQL France est arrivé, donc ils étaient une poignée en fait, et ils cherchaient une boîte pour un partenaire pour faire des formations. À l'époque de Cage Arnaud ? À l'époque de Cage, effectivement. D'accord. T'étais chez Anaska avec Cyril ? Exactement. C'est Anaska. D'accord, ok. D'accord. Avec Cyril, avec Romain et bien d'autres. J'étais développeur PHP, formateur PHP. Et comme j'ai un background de base de données, lorsqu'ils ont cherché des partenaires pour faire des formations, j'étais désigné volontaire. J'ai découvert MySQL à ce moment-là et j'ai été formé par l'équipe MySQL. Et puis ça a commencé comme ça, un coup de foudre en fait. Tu es ingénieur de formation, qu'est-ce que tu as comme formation ? Alors moi j'ai une formation assez classique, universitaire en fait. J'ai fait des études orientées développement. J'ai découvert la base de données. Donc un doc de maths, une licence d'informatique. Voilà, c'est ça, c'était exactement ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, fun fact, j'ai découvert la base de données en licence, je crois, en licence ou peut-être un petit peu avant d'informatique. C'était sur du Postgre en fait. Donc j'ai découvert, j'étais à l'université anti-Guyane, donc on n'a pas beaucoup de moyens là-bas. Et on a du soleil mais pas beaucoup de moyens. Et du coup, l'open source c'est très indiqué, notamment pour ce type de contexte. Et j'ai découvert la base de données. Et je me suis dit en fait, quand j'ai découvert la base de données là-bas, je me suis dit, mais jamais je travaillerai dans les bases de données. C'était un autre monde. Et puis voilà, quelques années plus tard, je me suis spécialisé là-dedans. D'accord. Postgres, c'était en quelle année ça ? 2003, 2004 ? Sûrement dans ces eaux-là. Je suis pas très bon en année, ça remonte. J'avais pas de cheveux blancs à l'époque en tout cas, mais ouais, ça date. Déjà à l'époque, c'était extrêmement en avance, Postgres. Bon, il fallait faire ses propres index, mais si je me souviens bien, les concepts de clés étrangères et de relationnel étaient plus avancés que MySQL au départ. Ouais, tout à fait. En fait, le concept est différent. Postgre se veut, on va dire, la version open source de la base de données Oracle. Donc Oracle qui reste la référence en termes de base de données, en termes de la base de données la plus avancée. MySQL, en fait, le concept était différent. C'était plutôt du pragmatisme. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a contribué à rendre populaire MySQL, c'est que ça n'a pas été, a priori, pas fait c'était pas fait pour des spécialistes bases de données. C'était du DevOps avant l'heure. La plupart des gens qui géraient les bases de données MySQL, c'était des développeurs, c'était des admin 6. Pas forcément des gens qui ont un background base de données, en fait. Pas des DBA, je veux dire, au sens littéral du terme. Et typiquement avec MySQL par exemple, pour faire une sauvegarde, on faisait une sauvegarde du file system. Donc d'un point de vue admin 6, c'était un outil admin 6 supplémentaire en fait. Ouais. Donc du coup, l'avantage c'est que ça a permis à plein de gens qui n'avaient pas cette culture de base de données de pouvoir partir avec une base de données qui fonctionnait bien et qui fonctionne toujours bien d'ailleurs. L'inconvénient c'est que les bonnes pratiques n'étaient pas forcément respectées à l'époque, mais ça a donné beaucoup de boulot aux consultants par la suite. Alors, on va rappeler aux gens, on va faire un petit peu d'histoire parce que moi j'ai connu ça. Je suis un ancien, j'ai commencé à bosser en 99, je sortais d'informatique de gestion et j'ai vu les premiers sites internet qui faisaient la base de données sur des fichiers texte.
avec des développements en Perl qui allaient taper dans des fichiers en texte. Et j'ai vu MySQL arriver qui en fait a mis une couche d'interpréteur SQL au-dessus en fait de ces fichiers texte. Et c'est comme ça qu'est venu MySQL et c'est comme ça qu'à l'origine le moteur MySQL s'est développé. InnoDB c'est bien plus tard. Et effectivement tu prenais les fichiers MyISAM là, tu les recopiais d'un répertoire à l'autre et tu recopiais tes tables. Et au lieu de faire des tableaux en mémoire en lisant des fichiers texte, tu avais un outil mais qui lui, contrairement aux autres, avait plusieurs avantages. C'est que tu ne facturais pas, tu n'étais pas en train d'acheter le nombre de connexions, chose qui était le modèle client-serveur qui existait beaucoup à l'époque dans les bases de données professionnelles. Et c'était accès rapidité parce que tu n'avais pas 10 ou 15 personnes sur un client-serveur. Là, tu avais le monde qui était en face. Donc c'est comme ça effectivement que MySQL est rentré dans l'internet open source. Et les autres ont mis longtemps à le rattraper. SQL Server et les autres ont mis un certain temps effectivement à le rattraper. Est-ce que j'ai dit ça colle là ou Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Je rajouterais juste que à cette époque-là, la plupart de ces applications, alors, plutôt orientées web, avaient des workloads plutôt orientés lecture en fait. Et donc du coup, ce modèle-là était totalement adapté pour ça. Oui. Notamment MyISAM. Pour la lecture, c'était super rapide. Bien sûr. Absolument. D'ailleurs, on va avancer, on fait un pas en avant de plusieurs dizaines d'années, mais MongoDB, quelque part, philosophiquement, c'est le retour à cette origine-là. Exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est que, comme je disais, c'était un outil qui n'était pas forcément orienté DBA, mais plutôt pragmatique. C'est ce que j'entends par pragmatique. Voilà, c'était pas une base de données aussi complète qu'un PostgreSQL, par exemple, mais beaucoup plus simple à appréhender. Et du coup, il n'y avait pas forcément tous les outils préférés des DBA. Donc, c'est venu par la suite. Ça s'est complexifié. Et exactement, l'exemple MongoDB est un super bon exemple. On est revenu en arrière, en fait, pour des raisons de performance, de simplicité. Et finalement, et typiquement, si tu te souviens, au début, quand le NoSQL, le mouvement NoSQL s'est présenté, NoSQL qui veut dire Not Only SQL, ce qui a totalement du sens. Le SQL n'est pas adapté pour tout, mais ils ont essayé de rentrer en confrontation pour dire no SQL, pas du tout de SQL. Et finalement, la plupart de ces outils-là ont redéveloppé leur propre langage SQL parce que manipuler les données, je suis désolé de le dire, pour ceux qui n'aiment pas le SQL, mais on n'a jamais rien fait de meilleur aujourd'hui que le SQL pour manipuler les données. Cette couche d'abstraction, ce langage descriptif, en fait, en langue anglaise, mais on va dire en langue naturelle, donne-moi les noms, les prénoms des clients qui ont consommé, qui ont dépensé tant, etc. Cette couche d'abstraction pour aller manipuler les données, c'était révolutionnaire pour l'époque et on n'a pas fait mieux, en fait, aujourd'hui. Le langage SQL, c'est 1974, 75, c'est par là? Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, hein. Et puis la programmation objet, on va dire aussi, il n'y a pas eu tellement d'énormes révolutions technologiques à part la petite complexification. Bon, enfin, donc là, MySQL, effectivement, tu découvres MySQL. Est-ce que toi, tu as assisté au rachat de MySQL par Oracle? Oui, tout à fait. À cette époque-là, je faisais déjà partie de la communauté, du coup. D'accord. Dans le déroulé, en fait, MySQL, donc, était propriétaire de MySQL AB, la société donc, qui faisait MySQL. Avec le petit dauphin, là, voilà. Exactement, ça qu'il a été racheté par Sun. Lors du rachat par Sun, en fait, au niveau de la communauté, c'est plutôt bien passé, en fait. Voilà, l'idée, c'était qu'on pensait que ça allait permettre à MySQL de franchir un cap. En tant qu'indépendant, c'est toujours un peu compliqué en termes de ressources, notamment financières, donc de franchir un cap pour aller taper d'autres marchés, enrichir le produit, etc., etc. Et puis, dans la foulée, un petit peu après, je pense un an après, quelque chose comme ça, il y a eu le rachat donc, de Sun par Oracle. Et là, d'un point de vue communauté, ça a plutôt fait peur, on va dire. Voilà, ça a plutôt fait peur. On n'était pas forcément très, très ravis parce que alors j'imagine qu'il y a plusieurs raisons derrière ça, mais une des raisons en tout cas, c'est que Oracle, c'est le propriétaire de Oracle DB, évidemment, la base de données la plus avancée. Et du coup, en tant qu'utilisateur MySQL, que fan MySQL, on se demandait qu'est-ce qui va devenir de MySQL dans ce contexte-là. Donc ça, c'était une des raisons. Alors je l'ai pas précisé, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, je travaille donc pour Oracle dans l'équipe MySQL. Et d'ailleurs, comme c'est une grosse boîte américaine, il faut que je précise également que je ne suis pas porte-parole Oracle et tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi et ne représente pas forcément ce que la société pense. Voilà, je suis obligé de le dire. Oracle, si tu le vois, voilà. Comment il s'appelle le directeur déjà de Oracle? Le grand chef, Larry Ellison. Larry Ellison, tout à fait. C'est lui qui faisait un peu peur parce que c'est un sacré businessman, c'est un visionnaire, une forte personnalité, mais c'est quelqu'un qui parlait d'argent. Et en arrivant dans le monde open source, c'est peut-être ça qui a fait un peu peur à la communauté. Ça aussi, effectivement, ça fait peur. Et puis, en fait, donc à cette époque-là, pour donner un petit peu de contexte, un petit peu après, il y a donc un des cofondateurs de MySQL, Monty, qui a créé un fork de MySQL, MariaDB. Ça te parle? Alors ça déjà, c'est avant ou après le rachat?
C'est après les rachats. Alors ça, effectivement, on va en parler un petit peu parce qu'à l'époque, on n'a pas très bien compris parce que Oracle arrive, donne une grosse somme d'argent à Cage et puis à Monty, et les deux s'en vont et ouvrent une société du nom de leur petite fille, là, Maria, et puis en fait, ils font un fork d'un truc qu'ils ont vendu. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé par rapport à ça, parce que... Alors, avec le recul, mon interprétation, ça n'engage que moi, mais mon interprétation, c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on a tiré le jackpot parce que MySQL a été vendu $1 milliard, je crois, à Sun. Donc c'est une bonne petite somme. Et mon interprétation, encore une fois, c'est qu'ils se sont dit, on peut refaire le coup, en fait. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le fork MariaDB. Ils ont essayé de le vendre 2 fois. Ouais, voilà, c'est mon interprétation. Ça n'a pas marché la deuxième fois, pour un certain nombre de raisons. Pour la petite histoire, moi, quand Monty et l'équipe a créé MariaDB, j'étais plutôt fan, en fait, de ce concept-là, parce qu'encore une fois, on avait plutôt peur pour MySQL, on savait pas ce qu'il allait devenir, et puis il y avait un beau conte, entre guillemets beau, en tout cas, conte qui a été monté en gros, c'est l'image du méchant Oracle versus le gentil MariaDB. Et puis, le temps a passé, en fait. Moi, de l'extérieur, j'ai vu 2 choses. J'ai vu que MySQL a continué à progresser. MySQL aujourd'hui est meilleur techniquement qu'avant. Alors c'est normal, quoi, mais on aurait pu penser le contraire, et ça n'a pas été le cas. Oracle n'a pas essayé d'étouffer MySQL. Au contraire, avec notamment MySQL 8, on a le meilleur MySQL qu'on a jamais eu. Et à l'opposé, on a MariaDB, pour qui, encore une fois, j'avais beaucoup d'affinité, beaucoup d'amour pour ce produit-là, n'a pas répondu aux promesses. Voilà, je vais le dire comme ça. Et finalement, contrairement à ce que notamment Monty disait que Oracle allait tuer MySQL allait disparaître. Aujourd'hui, on a un MySQL qui est un super produit, en fait, aujourd'hui. Je serai moins affirmatif avec MariaDB. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, effectivement, là, on va rentrer dans le nerf de la guerre, là. Vu de MySQL, l'opinion, ton point de vue à toi depuis MySQL, quelles sont les différences entre MySQL et MariaDB today, aujourd'hui? Alors, ça fait une dizaine d'années maintenant que les deux produits... À l'origine, MariaDB, c'était quoi? C'était un fork de MySQL. Donc ça, c'est une des beautés de l'open source, du logiciel libre, c'est que n'importe qui peut forker finalement. Il faut avoir les moyens techniques. Pour les gens, on prend une copie et on la fait évoluer de manière indépendante. Exactement. Okay. À l'origine, donc, les deux produits étaient interchangeables, étaient assez proches, et puis, ça fait plus de 10 ans, donc les développements sont séparés. Aujourd'hui, les deux produits ne sont pas, on va dire, compatibles, ou en tout cas pas 100% compatibles. On peut toujours passer de l'un à l'autre, avec plus ou moins de travail, plus ou moins de difficultés, mais aujourd'hui, les deux produits sont différents. Donc, il y a quelques petites différences techniques. Pour être honnête, je suis plus trop MariaDB depuis pas mal d'années, donc je pourrais pas faire une liste. Donc, il y a quelques petites différences techniques. Pour moi, la grosse différence, c'est que chez Oracle, on a en fait, MySQL, c'est plein de produits. Il n'y a pas que le serveur, quoi. Mais voilà, les équipes je me souviens plus trop des chiffres, ont été multipliés par 2, par 3, par 4. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui travaille sur MySQL qu'à l'époque de MySQL AB ou que de Sun, en fait. Donc, les équipes ont grossi. Et puis, voilà, si d'un côté, je vais pas donner de chiffres, je vais donner des chiffres approximatifs, mais si d'un côté, tu as 10 personnes pour le développement, et de l'autre côté, tu as 100 pour le développement, t'as pas la même qualité de produit, t'as pas la même qualité de produit. Pour moi, la principale différence, c'est une différence de qualité. Chez MySQL, on a Facebook comme client, on a Twitter, on a Booking.com, on a, pas que des grands noms, mais un certain nombre de grands noms, et ces gens-là sont super exigeants avec nous, en fait. Donc, ça nous pousse à développer un produit, alors qui est pas forcément le meilleur, qui est pas le meilleur, je le pense pas d'ailleurs, mais en tout cas, qui est un produit qui fonctionne bien dans leur contexte, c'est-à-dire at scale, de gros besoins de performance, et qui reste également super simple à gérer, en fait. Ça, je pense que c'est une des différences principales entre MySQL et la plupart des autres bases de données, c'est que MySQL reste simple à gérer. Donc, c'est chez Booking, par exemple, qui disait ils ont plusieurs milliers d'instances MySQL et ils ont que 5 ingénieurs de bases de données, en fait, pour gérer tout ça. Et ça, c'est une des choses qu'ils apprécient beaucoup chez MySQL, c'est que ça reste simple à opérer at scale. Il n'y a pas de table space comme chez Oracle, il y a peut-être moins de petites choses. Alors, il y a des table space en l'occurrence, mais oui, ça c'est pas là. On peut pas, pour être honnête, on peut pas comparer en termes de fonctionnalité Oracle DB et MySQL. Oracle, ça reste la référence, la base de données la plus avancée. Voilà, ça c'est loin devant tout le monde. Donc il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Mais dans la philosophie qu'on a chez nous, chez MySQL, c'est pas de développer toutes les fonctionnalités. C'est pas ça du tout la philosophie. La philosophie, c'est d'être pragmatique, de correspondre aux besoins de nos clients. Donc il n'y aura pas tout. Si tu cherches une base de données où il y a tout, il y a Oracle DB, il y a Postgre qui est un bon choix également.
Alors, peut-être il y a moins de choses, mais voilà, qui est un bon choix. Par contre, chez MySQL, il n'y a pas tout, mais il y a a priori ce dont tu as besoin, et ça va fonctionner de façon performante, et ça fonctionne bien en fait. Donc c'est ça, fiabilité et performance. Quand tu parles de clients, ce sont des utilisateurs ou ce sont vraiment des clients dans un modèle commercial? Alors les noms que j'ai cités, c'est des clients dans un modèle commercial. Pour le coup, ouais, c'est des clients. Mais effectivement, il y a aussi les utilisateurs. En fait, les clients sont un sous-ensemble de nos utilisateurs. Bien sûr. Parce que le modèle, en fait, il est simple. Hein, Ah non, moi j'ai aucun souci avec le business, je veux dire. Mais là. Alors, qu'est-ce qu'est l'offre commerciale de MySQL? Qu'est-ce que les clients peuvent attendre de Oracle MySQL? Qu'est-ce que vous leur apportez? Quelle est la force en fait de l'offre? Super bonne question. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris, même en interne chez nos collègues Oracle, donc côté base de données, en fait, qui eux font le produit closed source Oracle. En gros, c'est gratuit. Pourquoi j'irais payer pour utiliser un produit gratuit? C'est une remarque qu'on a assez souvent. Effectivement, la version communautaire est accessible. Alors, j'aime pas le terme gratuit. Effectivement, tu peux l'avoir gratuitement, l'utiliser gratuitement, mais en fait, il n'y a jamais rien qui est gratuit. Il faut On va payer. faire une petite parenthèse. Gratuit, il y a la traduction du mot anglais free qui n'a pas forcément la même signification en français. C'est pour ça que dans le monde francophone, il y a aussi peut-être ces problèmes de compréhension. Free, ça veut dire en fait que le code est accessible, qu'on regarde ce qu'il y a dedans. C'est pas forcément propriétaire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça. C'est exactement ça, la philosophie. Alors, pour être honnête, je pense que 9 utilisateurs ou clients, utilisateurs sur 10 n'est pas intéressé par cette partie logiciel libre, mais plutôt intéressé par un produit professionnel que j'utilise gratuitement et que j'utilise gratuitement dans un contexte professionnel d'ailleurs, c'est pas forcément pour une petite association ONG, etc. Mais bon, voilà. Donc, c'est free, tu peux y accéder gratuitement. Et donc ça, c'est le modèle, ça, c'est la version communautaire de MySQL. On a une version donc dite entreprise, une version payante. Cette version-là, en fait, c'est quoi? C'est la version communautaire plus des choses. Les choses, c'est quoi? C'est notamment du support. Donc, on a une équipe de support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, multilangue dont le français, évidemment. Pour moi, ça, c'est une des plus-values fortes, en fait. Il faut voir ça comme une assurance. Concrètement, l'assurance, tu n'en as jamais besoin, sauf le jour où tu as un souci. Et tu es content d'avoir l'assurance avec les professionnels pour t'aider, en fait, le jour du souci. Donc ça, c'est le support fait par les collègues de chez MySQL. Après, on a également des outils pour superviser le serveur, pour faire de la sauvegarde à chaud. Donc ça, c'est de l'outillage, on va dire, opérationnel, qui est plus évolué que les équivalents open source, en fait, fournis de base. Et on a le dernier module, en fait, qui est également une grosse valeur ajoutée, c'est un certain nombre de plugins, on les appelle les plugins entreprises, qui sont surtout orientés niveau sécurité. Donc, on a du TDE, Transparent Data Encryption, qui permet de chiffrer les données sans modification au niveau du code, en fait, donc c'est sans modification pour le code, donc c'est le côté transparent. On a du data masking, donc qui permet d'obfusquer, de masquer les données sensibles, par exemple. On a du tuning peut-être, parce qu'une base MySQL s'optimise aussi lorsqu'elle est en prod. Exactement. Alors ça, le tuning, c'est plutôt par rapport au support, où on va pouvoir avoir des conseils. C'est plutôt inclus en fait dans ce que j'appelle le support. D'accord. Le support inclut le suivi. Ce n'est pas qu'une téléphone de hotline, c'est aussi des gens qui regardent. Voilà. On a également ce module-là. Mais voilà, les outils, enfin les plugins type entreprise, c'est des plugins qui vont aider à intégrer MySQL dans ton SI en fait tout simplement. Donc avec du chiffrement, comme je le disais, avec un plugin d'audit, etc., etc. Donc c'est un certain nombre. En fait, c'est essentiellement des plugins liés à la sécurité. Donc c'est particulièrement intéressant, notamment, enfin pas que, mais notamment pour les grands comptes, nos clients, les banques par exemple. Donc on a un plugin qui s'appelle Authentication, qui permet de brancher son MySQL avec un Active Directory ou Linux Spam, un LDAP, etc. Donc pour faire du SSO en fait, je me connecte une seule fois. Donc voilà, ça facilite la vie opérationnelle en fait des utilisateurs et ça les aide notamment à s'assurer de respecter les standards style RGPD ou PCI-DSS, etc. Okay, donc voilà. Pour résumer, c'est la version communautaire avec du service et des outils opérationnels pour faciliter en fait l'industrialisation de MySQL dans le SI, tout simplement. D'accord. Pour qu'il était d'expert. Okay. Mais ce modèle-là, finalement, il est assez simple, enfin assez courant. On retrouve ça. C'est un modèle open source assez courant. La version communautaire, on va dire le ticket d'entrée, qui est une version qui est pas une version d'essai, qui est une version qu'on utilise telle qu'elle. Moi, dans la plupart des boîtes où je suis passé en tant que DBA, on travaillait avec la version communautaire. Donc, mes employeurs ne payaient pas de licence. Par contre, ils me payaient moi, et moi, je faisais le support, je faisais l'intégration et tout, etc. Donc ça, c'est un modèle très classique. Et puis, donc, les boîtes qui vivent du modèle open source ont donc souvent un modèle payant. Donc, c'est le cas chez MySQL, où tu n'as pas forcément besoin d'avoir un DBA, ou en tout cas, si tu as un DBA, ça va l'aider, en fait. S'il a des questions, ben, il y a le support. S'il veut intégrer des outils pour la sécurité, il n'a pas à aller chercher d'autres outils open source ou autres.
il va prendre les outils co-fournis qui sont adaptés en fait à MySQL, qui évoluent avec MySQL, etc. Donc ça tranquillise le DBA et ça lui permet de passer plus de temps sur la partie métier et moins de temps sur les parties opérationnelles. Ok. Est-ce qu'il y a une suite de développement qui est incluse, comme par exemple Oracle vient avec Oracle Enterprise, Java for Enterprise, des choses comme ça, des choses pour développer des écrans d'entrée-sortie avec, ça c'est fait, vous avez développé ça aussi avec MySQL ou Non, chez MySQL on n'a pas ça. Non, on n'a pas d'outil comme ça. On a comme outil, on va dire, externe, par exemple, on a un opérateur Kubernetes. Donc, ça permet de déployer des clusters MySQL de mode conteneur dans Kubernetes. Donc, en fait, voilà, on a un plugin qui va cluster MySQL, des serveurs MySQL sur plusieurs serveurs, en fait, parce qu'ils prennent beaucoup de taille, et puis on mutualise plusieurs machines, plusieurs serveurs pour une seule base de données afin d'avoir du CPU dessus, de la mémoire. Voilà, c'est ça, du CPU, de la mémoire, etc. Ou pour effectivement, pour répondre à plus de charges, ou pour du achat, tout simplement, pour de la haute disponibilité. L'idée, c'est que si j'ai une seule instance MySQL, un seul serveur, il tombe, j'ai plus de service. Quand j'ai un cluster, donc plusieurs instances, donc c'est une base de données distribuée, en fait, finalement, si j'en ai un qui tombe, le service continue, en fait, donc pour assurer la continuité du service. Okay. Donc voilà, on a des outils externes, mais non, pas ceux dont tu parlais, non. D'accord. Quelles sont les technologies les plus utilisées avec MySQL aujourd'hui ? On sait que, historiquement, ça a été certes PHP, qui avait une très grande place, mais aujourd'hui, qui s'interface avec MySQL ? Les gens qui travaillent avec MySQL sont sur quel langage de développement et quelle techno ? Alors, on va dire tous les langages, ou en tout cas la plupart des langages les plus connus, mais parmi ce qu'on va retrouver le plus souvent, en tout cas dans mes clients, il y aura du PHP évidemment, toujours, du Java, beaucoup de Java, notamment chez les grands comptes, style banque, etc. Ouais, ils font beaucoup de J2E, ouais. Exactement. Je pense que les deux principaux, c'est ça, c'est PHP, du Java, et puis on va retrouver aussi dans certains contextes C, C++. Mais ouais, le top 2 c'est Java, PHP. RLP. Radio Libre en Périgord. Alors, comment est-ce que MySQL Oracle envisage ce grand tournant qu'il y a actuellement avec l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et autres. Chez Oracle, là, vous faites quoi avec ça, là, avec l'IA, là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un peu le buzzword du moment. Ah oui, ça, c'est le bon mot, ça. Buzzword, c'est parfait, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est très bien, ça, ouais. À toutes les sauces. Et donc, Oracle, effectivement, prend ça au sérieux, on a l'outil. Donc, je vais parler, évidemment, alors, je vais pas parler d'Oracle, la société, mais je vais parler au niveau de MySQL. Donc, au niveau de MySQL, en fait, on a un nouveau produit. Alors, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il est sorti, mais un produit qui est disponible que sur le cloud, qui s'appelle MySQL HeatWave. Donc, c'est une version MySQL PaaS, Platform as a Service. Donc, c'est un service MySQL disponible sur le cloud d'Oracle, Oracle Cloud Infrastructure, mais également disponible sur AWS et sur Azure aujourd'hui. Et ce service qui s'appelle MySQL HeatWave, alors MySQL HeatWave Database Service, donc ça c'est la version PaaS. Donc en fait MySQL HeatWave, alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de simplifier. C'est compliqué au niveau du nommage. Donc MySQL HeatWave Database Service, c'est la version MySQL qu'on connaît, mais dans le cloud. D'accord. Dans le cloud d'Oracle dans le cloud d'Oracle notamment. Il y a différentes fonctionnalités, et une de ces fonctionnalités, c'est MySQL HeatWave. D'accord. Okay, c'est la petite complexité. Donc, c'est MySQL HeatWave. C'est quoi? C'est une sorte de MySQL survitaminé. Alors, tu vas comprendre le rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, le MySQL HeatWave, donc c'est du MySQL survitaminé. En fait, c'est la partie HeatWave. En fait, c'est un cluster en mémoire, sans rentrer dans les détails, qui va permettre d'accélérer les requêtes, en fait, tout simplement. Donc, concrètement, aujourd'hui, un MySQL, on a des clients qui ont plusieurs terras de données, un petit peu moins. On peut faire. Donc, MySQL est optimisé pour l'OLTP, des workloads transactionnels. Ok. Aujourd'hui, un certain nombre de clients ont jusqu'à 5-6 Tera, enfin, même peut-être plus, mais en tout cas en OLTP, voilà. On tourne bien avec ce montant-là. Mais c'est plutôt orienté au OLTP. Grâce à MySQL HeatWave, on peut faire de l'analytique avec MySQL. Donc là, sur l'analytique, on est sur des workloads qui sont un petit peu différents. Donc c'est plus des workloads qui sont plus compliqués, on va dire, plutôt compliqués sur des gros volumes de données. Donc l'analytique, c'est quoi? C'est pour générer des rapports, pour générer des rapports, des dashboards, des choses-là. Donc on va souvent travailler avec beaucoup de données. Donc là, MySQL HeatWave va permettre d'accélérer les requêtes. Du coup, je vais pouvoir gérer plusieurs dizaines de terras de données, jusqu'à plusieurs dizaines de terras de données, pour pouvoir faire de l'analytique. Donc plugger, en fait, je vais pouvoir brancher sur mon MySQL HeatWave du clic. C'est des logiciels qui sont spécialisés pour faire l'analytique, pour générer des beaux tableaux. Voilà, tableau notamment, je cherche le nom d'un logiciel très connu. Donc ça, c'est le MySQL HeatWave. Dans MySQL HeatWave, on a également un module qui s'appelle HeatWave AutoML.
AutoML, c'est pour Auto Machine Learning, apprentissage automatisé. J'allais y venir. Ouais. Et donc là, voilà, c'est le lien avec l'IA. L'idée, c'est que l'IA se nourrit de données. Plus j'ai de données, plus a priori j'ai de la matière pour pouvoir développer de nouveaux services. Et c'est ce que permet notamment le machine learning, l'apprentissage automatisé. Avec HitWave, en fait, de pouvoir simplement, créer un modèle d'apprentissage automatisé. Donc, pour ceux qui connaissent, faire de la régression ou classification aujourd'hui. Et en fait, ça, quand je dis simplement, c'est sans besoin de sortir les données, sans besoin d'avoir des connaissances en Python ou autre langage, sans besoin d'avoir des connaissances poussées en termes de data scientist. Je vais pouvoir, avec MySQL HitWave AutoML, mes données sont dans MySQL et générer, en fait, faire de l'apprentissage, en fait, générer mon modèle. En utilisant que des procédures stockées, en fait. Donc, c'est super simple pour un DBA comme moi, qui n'est pas du tout data scientist. Je peux créer, et j'ai déjà créé en fait des modèles de machine learning. Voilà. Donc en fait, on a un outil. Pour le dire autrement, un des points forts de MySQL historiquement, c'était de faciliter en fait la vie des DBA ou de l'équivalent en fait avec un produit facile pour gérer les données. Donc ça, on l'a fait en mode OLTP. Et aujourd'hui, grâce à MySQL Web, on fait la même chose pour de l'analytique et pour du machine learning. C'est-à-dire encore une fois, donc simplement savoir de connaissances super poussées, je vais pouvoir valoriser mes données en fait, extraire de la valeur de mes données. En créant un modèle de machine learning qui va me permettre de classer, de faire de la classification, de faire de la régression, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir quelque chose qui analyse les requêtes et les flux sur la base de données et qui va être en mesure de prévoir, de préparer à l'avance ce qu'on va lui demander, c'est ça ? Alors, c'est pas les requêtes, mais mes données. En fait, en fonction de mes données, alors, le mot-clé, c'est ça, c'est faire de la prédiction. C'est exactement ça. L'idée de machine learning, c'est faire de la prédiction. Mes données, en fait, pour donner un exemple, on va dire un peu plus concret, je suis dans un domaine métier. Un exemple, on va dire bateau entre guillemets, ça peut être bancaire. Voilà. J'ai dans le domaine bancaire, j'ai mon application OLTP où les clients vont avec leur smartphone ou avec leur PC mettre de l'argent sur leur compte, tirer de l'argent. Donc ça, c'est le workload OLTP temps réel. Après, au niveau de la banque, je peux avoir besoin de savoir en fait avoir des informations sur l'utilisation de leur argent, de mes clients, l'utilisation de mes clients, que font mes clients de leur argent. Donc avoir des statistiques ou dans le domaine de la vente, savoir quels sont les magasins qui vendent le mieux, quelles sont les périodes et tout, etc. Donc ça, c'est la partie analytique. Et dans la partie apprentissage automatique, l'idée, c'est de faire de la prédiction. Donc j'ai toujours ces données et ces données-là vont me permettre, par exemple, pour revenir à mon exemple dans le domaine bancaire, de pouvoir offrir un service qui va automatiser la demande de prêt. En fonction des connaissances que j'ai sur le client, ce qu'il a en compte en banque, comment il dépense, est-ce qu'il a des crédits, etc., qu'est-ce qu'il gagne, je vais pouvoir en fait créer un modèle qui automatiquement, en fonction de ces données-là que j'ai déjà, si le client va demander un prêt de temps, va lui dire oui ou non, et avoir une explication non parce que, etc., ou oui parce que, etc. D'accord. Okay, donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'aider à développer de nouveaux services en fonction des données que j'ai déjà sur mes clients. Donc c'est vraiment au niveau des données en fait où je vais pouvoir faire de la prédiction. Donc ça, c'est disponible uniquement en ligne. Ça, c'est disponible uniquement en ligne. Ça s'appelle MySQL HitWave, oui. D'accord. Ce que tu m'as dit là m'a donné envie de troller un petit peu et tout. C'est pas des vues compilées ? Alors, non, est-ce qu'on aura un jour des vues compilées chez MySQL ? Alors, je peux pas répondre à la question, je ne sais pas. Mais c'est quoi le cas d'usage ? En fait, voilà. En général, quand le client nous demande quelque chose, c'est quoi le cas d'usage ? Non, mais une vue compilée, en fait, c'est une requête, une demande d'information extrêmement complexe qu'on a envie de préparer à l'avance. Donc, soit on va faire des triggers et des procédures stockées pour remplir à l'avance une grosse table avec nos choses pré-préparées pour aller taper dedans et les matcher. Soit on fait ce qu'on appelle une vue. Une vue, en fait, c'est une génération d'une requête. C'est quelque chose qui existe dans la concurrence, qui existe aussi chez Oracle, mais qu'on n'a pas encore chez MySQL, malheureusement. Il faut qu'on le fasse à la main lorsqu'on en a besoin. Oui, exactement. En fait, alors, effectivement, pour résoudre ce problème-là, on peut le faire différemment. Donc, on n'a pas la fonctionnalité vue compilée. Mais si c'est pour gagner du temps, typiquement, un MySQL HitWave va permettre de gagner du temps. C'est pour ça que la pensée va traverser quand tu en as parlé. Voilà. D'accord. Mais voilà, en fait, encore une fois, il n'y a pas toutes les fonctionnalités dans MySQL. Et a priori, il n'y aura jamais forcément toutes les fonctionnalités. Par contre, on arrive toujours à trouver un moyen de faire les choses. Oui, la vue, par exemple, on peut la coder. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Petite question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer un jour le métier de data architecte et de DBA ? Super bonne question. Chez Oracle, en fait, mes collègues en fait ont un produit qui s'appelle Autonomous Database, qui est, comme son nom l'indique, une base de données autonome.
alors, jusqu'à un certain niveau. Mince. Et l'idée, c'est que C'est en train de venir. Mince. en fait, c'est déjà là. L'idée, typiquement, dans Autonomous Database, par exemple, il va pouvoir identifier les requêtes qui s'exécutent et savoir s'il manque des index, en fait, pour pouvoir ajouter des index automatiquement. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Il y a d'autres fonctionnalités, je les connais pas toutes. Oui, ça, on peut l'automatiser. Ça, effectivement, c'est même bien. C'est utile de savoir par rapport à l'usage où mettre les index. Ça, c'est bien. C'est pratique. Exactement. Donc ça, en fait, Autonomous le fait tout seul. Chez MySQLite Web, on a quelque chose un peu équivalent, qui est pas, il va pas mettre les index tout seul, mais il va analyser, en fait, pareil, les workloads, les requêtes qui passent, et il va pouvoir, grâce à ça, en fait, un exemple concret sur MySQLite Web, c'est juste une petite parenthèse, mais on a un optimiseur qui est basé sur l'apprentissage automatique, on retrouve encore du machine learning, qui va analyser les requêtes qui passent, en fait, et grâce à ces requêtes qui passent là, pouvoir optimiser d'autres requêtes. Pas forcément les mêmes, en fait, mais des requêtes qui ont tapé sur les mêmes tables, en fait. Okay, donc voilà, on a un certain nombre de choses. Donc le machine learning, l'intelligence artificielle est déjà là dans l'IT et notamment dans les bases de données. Et pour répondre concrètement à ta question, nous, si en tant que DBA, ta seule valeur ajoutée, c'est de provisionner une machine, de lancer un backup, voilà, ce genre de tâches, on va dire, entre guillemets, bas niveau. Administrative. Ouais. Voilà, t'es en danger. T'es clairement en danger. Toutes ces tâches-là, en fait, une grande partie de ces tâches-là sont automatisables et vont être automatisées à la suite. Et c'est typiquement le cas du PaaS, où je vais pouvoir provisionner, alors soit en cliquant, où je peux programmer le provisionnement d'une machine, etc., etc. Donc, les tâches, en fait, basiques, non orientées métier, ces tâches-là, mais c'est pas valable que dans l'informatique, à mon sens, vont être remplacées tôt ou tard par la machine. Par contre, on a une plus-value, en fait, et la plus-value, notamment en tant que DBA, c'est une plus-value de métier. Pour donner un exemple concret, et ça, je pense que c'est une des choses que je préfère dans le métier de DBA MySQL, contrairement à d'autres bases de données où il y a des DBA études, DBA production, où c'est très séparé, architecte et tout, etc. En tant que DBA MySQL, en général, tu fais un petit peu tout. Donc, tu fais les tâches basiques, mettre en place un plan de sauvegarde, etc., etc. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les développeurs pour les aider à développer, à optimiser leur code, à comprendre comment la base fonctionne pour qu'ils puissent générer des requêtes, créer des requêtes plus optimales, à mettre en place l'architecture, etc., etc. Et en fait, pour moi, un des grands avantages, en fait, c'est ça, un des grands avantages cette partie valeur ajoutée où tu vas pouvoir aider l'entreprise d'un point de vue métier, encore une fois, aider des développeurs à mieux requêter ou comprendre les besoins pour mettre en place une architecture qui correspond aux besoins métiers. En fait, analyser le SI pour définir les tables, donc l'architecture de l'information, de la base de données, qu'on appelle les modèles physiques et autres, ça, c'est pas encore automatisé. Il faut encore un cerveau humain pour le faire. D'accord. Exactement. C'est ce que j'entends par les tâches plutôt avancées. Donc, tout ce qui est tâches basiques, oui, la machine va le faire à notre place. Mais à la limite, c'est pas plus mal. Enfin, je vais donner un autre exemple. Mais c'est comme ailleurs, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est comme ailleurs. Typiquement, les caisses automatiques, par exemple. Voilà, alors ça fait perdre de l'emploi, on est d'accord, quoi. On en voit de plus en plus de caisses automatiques, de moins en moins de caissiers ou de caissières, en fait. Encore une fois, c'est pas une bonne chose. Quand j'étais en Asie, t'as des magasins sans caissière. Hein. Voilà. Et ça va se développer, en fait. Il n'est pas question de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça, voilà, c'est tout. C'est comme ça, voilà, c'est ça. RLP. Radio libre en Périgord. Bon, conclusion. Qu'est-ce qui arrive chez vous, chez MySQL Oracle? Est-ce que vous avez une actualité, un futur, un avenir? C'est quoi les grands projets qui viennent, les actualités? Qu'est-ce que vous allez nous sortir, nous offrir bientôt? Alors, déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que MySQL n'est pas mort, loin de là, continue à progresser, parce que ça fait partie des choses qu'on pouvait entendre par-ci et par-là. Non, Oracle n'a pas tué MySQL, bien au contraire. Donc, le produit a progressé depuis le rachat, depuis plus de 10 ans, évidemment, et continue à progresser. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont continuer à sortir. On a un plugin, donc parmi les choses dont je peux parler, on a un plugin pour VS Code, Microsoft Visual Studio Code qui va sortir, un plugin pour MySQL Shell. Pour ceux qui sont DBA MySQL et qui connaissent pas MySQL Shell, je vous laisserai aller regarder. Vous allez voir, ça va devenir votre meilleur ami. C'est un client texte super évolué. Ça va rejoindre ce qu'il y a sur SQL Server, on va pouvoir coder un petit peu directement dans MySQL, là. Alors, en fait, MySQL Shell, donc c'est un client texte qui va permettre qui permet entre autres de manipuler les données, donc en SQL, donc faire des requêtes, également, tout ça, là, ouais. Exactement, mais également de façon native en JavaScript et en Python. Donc pour tout ce qui est automatisation, DevOps au sens large du terme, ça a du sens. Je vais pouvoir automatiser des tâches. Il y a de l'outillage en fait embarqué dans l'outil MySQL Shell. J'ai des outils pour faire des sauvegardes, des restaurations. J'ai de l'outillage pour vérifier ma base de données avant une migration, par exemple, savoir si je peux migrer tel quel ou si j'ai des choses à faire. Donc voilà, c'est vraiment un outil central pour le DBA. Encore une fois, si aujourd'hui tu es DBA MySQL et tu connais pas MySQL Shell, vas-y, fonce, tu verras, tu me remercieras plus tard. Donc, on a un certain nombre de nouvelles choses qui vont sortir, je vais pas pouvoir en parler. Par contre, on continue à se développer dans le cloud.
J'ai parlé de MySQL HeatWave tout à l'heure. Donc, ça va dire la base, la fonctionnalité premium pour le cloud. On a un MySQL HeatWave Lakehouse qui va sortir. Lakehouse, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais dans l'idée, en fait, c'est que on a de plus en plus de données à exploiter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'analytique déjà, et puis l'apprentissage automatique par la suite. Un autre niveau, c'est tout ce qui est data lake, en fait. L'idée, c'est que aujourd'hui, mes données, elles sont pas forcément que dans ma base de données. Donc, j'ai mes données dans ma base de données, mais j'ai des données qui sont externes, dans des fichiers plats, CSV ou autres, etc. Donc, l'idée du data lake, c'est d'avoir une sorte de repository qui va me stocker tous ces types de données structurées, non structurées, semi-structurées, que je vais pouvoir exploiter pour faire de l'analyse prédictive, donc machine learning, ou de l'analyse descriptive, analytique. Donc, en fait, pour le dire autrement, avant, j'avais un data warehouse, mes données étaient structurées dans mon data warehouse et je faisais mon analytique, je faisais mes requêtes d'analytique dessus. Aujourd'hui, mes données sont pas forcément que structurées, donc voilà, j'ai plein de types de formats différents, donc j'ai besoin de quelque chose pour stocker tout ça. Et l'idée du lakehouse, en fait, c'est que grâce à MySQL HeatWave, je vais pouvoir joindre concrètement, faire des jointures des données qui sont dans le MySQL, stockées dans le DynamoDB, mais également des données qui sont sous format CSV, sous format parquet. D'accord. Je lui donne tout comme ça, je n'ai plus besoin, moi, manuellement, de refaire l'injection de tout ce que j'ai. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Les données vont être stockées dans un object storage, donc en gros sur un disque dur dans le cloud. Elles vont être stockées dans du MySQL et je vais pouvoir faire des jointures entre ces différents types de données, en fait. S'ils sont appelés, nommés, identifiés comme il le faut. Oui, voilà. J'ai une structure à créer, une structure qui va correspondre à mon fichier CSV, à mon fichier parquet, etc. Et une fois que j'ai ma structure, c'est comme si c'était une table, en fait, pour MySQL. Sauf que les données... D'accord, ok. C'est une interprétation au-dessus qui te permet d'accélérer. Ok. Bah, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Écoutez, MySQL est là et puis voilà. Merci pour ceux qui utilisent MySQL et puis ceux qui connaissent pas ou qui utilisent pas encore, n'hésitez pas. Non, mais c'est le sens de l'histoire. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci à toi Stéphane, au plaisir. RLP. Radio libre en Périgord.